Alors bonsoir à tous, bonsoir aux ados, bonsoir aux parents et bonsoir aux grands-parents. Bienvenue dans l'Arpex Canebière, ce complexe culturel et cinématographique assez récent puisqu'il a ouvert ses portes au mois d'octobre, pour une conférence ce soir intergénérationnelle et philosophique avec Valérie Dufayet qui est professeur de philosophie, qui est également philosophe et qui intervient souvent dans des conférences comme celle de ce soir, mais qui est également animatrice, on dit modératrice aussi de conférences auprès de différentes personnalités, d'intervenants comme Boris Cyrulnik, comme Corinne Sombrin au mois de décembre, comme Sylvain Tesson et bien d'autres. Valérie est également une amie et mon associé, puisque nous sommes rencontrés il y a à peu près 6 mois et que ça a matché immédiatement et on s'est dit ça serait sympa de monter une société, de faire des conférences à Marseille régulièrement, tous les mois. Et donc ça a été très vite puisqu'on a démarré au mois de décembre avec 2 conférences, une avec Julie Taziza qui est docteur en histoire et qui a donc fait une conférence sur l'histoire de Marseille du 18e à nos jours, et qui est revenue d'ailleurs au mois de janvier pour un sujet plutôt d'actualité, puisqu'il s'agissait de l'épidémie de peste en 1720. On a eu Corinne Sombrin, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une chamane très connue, et ça a été une soirée quand même assez exceptionnelle, puisque c'était le rapprochement des phénomènes de transe aux neurosciences. Ouais. Voilà, donc c'est un sujet très intéressant, qui a été animé du reste par Valérie. Pour ce qui est des intervenants à venir, on essaye, nous, de trouver des formats un peu singuliers. Donc, l'intervenant qu'on aura au mois de février, c'est Luc Long, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un archéologue plongeur qui est un scaphandrier professionnel et qui a trouvé le buste de César dans le Rhône, près de Arles. Et non seulement il a trouvé le buste de César, ce qui du reste a fait polémique, parce qu'il n'y a que 4-5 bustes dans le monde entier de César, mais il a aussi découvert 65 épaves dans les embouchures du Rhône. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est un aventurier, c'est un narrateur exceptionnel. Donc il sera là fin février. Dans un format encore singulier, on va avoir Julien Lestel. Donc Julien Lestel, c'est un danseur étoile de l'Opéra de Paris, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui avait eu comme prof Nureyev, ça va pas trop parler aux ados, et qui a créé une compagnie qui s'appelle la compagnie Julien Lestel depuis plusieurs années, à Marseille, mais qui rayonne au niveau international. Et en fait, pendant le confinement l'année dernière, il a eu l'accès à certains musées parisiens, dont le musée Rodin, et il a fait des chorégraphies dans les musées vides. Donc il a pris des vidéos, et avec Valérie, on lui a proposé de faire une conférence en 3 volets qui aura lieu au mois de mars. Un premier volet où on va découvrir ses vidéos, assez exceptionnel. Un deuxième volet où Valérie interviewera ce danseur étoile pour parler évidemment de la danse et de la création. Et un troisième volet où on aura la chance d'avoir une chorégraphie in situ, et ce sera dans la salle au 3e étage qui est très grande. Voilà pour les conférences à venir. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur conférence@réveil.com. Pour ce qui est du déroulement de la soirée, Valérie va parler à peu près pendant 1 heure autour de ce sujet ce soir intergénérationnel. Il y aura des questions-réponses sur un quart d'heure, voilà, j'espère aussi. Et à la suite de quoi, si vous le souhaitez, et que vous avez le temps et le loisir de le faire, vous pouvez éventuellement vous rendre sur le toit, le rooftop, c'est au 4e étage par l'ascenseur, et boire un verre ou regarder, je dirais, le panoramique assez exceptionnel qu'on peut avoir au niveau de ce dernier étage. Voilà, merci d'être là. Il y a eu quelques désistements ce soir, je n'ai pas besoin de vous expliquer les raisons, mais vous êtes nombreux quand même, et on est très contents que vous soyez là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous et bienvenue. Bienvenue à cette soirée sur les adolescents, sur les parents, sur les grands-parents. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses en commun. Je crois que plus j'ai préparé cette conférence en pensant à vous, plus je me rendais compte que mes distinctions parents, grands-parents et ados tombaient progressivement à l'eau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent et qui nous ressemblent les uns les autres. Alors, ce que je vous propose,
c'est peut-être de commencer par un conte, de commencer par Pocahontas. Voilà, on connaît Pocahontas, on connaît le Disney, on connaît le personnage, hein, son nom, Mataoka, c'est son vrai nom, mais Pocahontas, ça veut dire l'espiègle. Voilà, on a une jeune fille qui est rebelle, on a une jeune fille qui part toute seule dans les bois, qui n'écoute qu'elle, qui a le cœur sur la main, qui va rencontrer, vous le savez, le fameux John Smith, dont elle va tomber amoureuse, elle va complètement s'impliquer dans cette histoire, ils vont lutter pour leur amour contre justement des intérêts, l'intérêt de la famille de Pocahontas, l'intérêt aussi des autres conquistadors qui arrivent avec John Smith, et l'amour vaincra. Donc c'est une belle histoire pour commencer, je voudrais juste que vous la gardiez en tête. Pourquoi? D'abord pour cette idée de l'amour, on va en reparler toute la soirée. Je crois que ce qui définit l'adolescence et ce qui définit nos vies, c'est peut-être cette première rencontre avec le besoin de lutter. Jusqu'ici, on était protégés, jusqu'ici, on s'occupait de nous, et nous voilà entrant dans le monde à l'adolescence et devant apprendre à lutter. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et la meilleure arme pour lutter, en tout cas, je vais essayer de vous en convaincre ce soir, c'est l'amour. Alors, cette vie de Pocahontas, ou Mataoka, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est une double vie. Il y a le Disney, il y a le conte de fées. Voilà, comme dit Daniel Pénac, le conte de fées, c'est une manière aussi pour les hommes de faire une trêve dans les combats. Donc déjà, voilà, ados, rassurez-vous, lorsque les parents vous racontaient les contes de fées, c'était aussi pour eux. C'était pour prendre ce temps de pause et pouvoir apprécier voilà, ce moment de paix avec vous. C'est aussi une manière d'embellir la vie, les contes. C'est-à-dire de se préparer à affronter des peurs, des angoisses, des événements qui sont liés de manière magique, souvent merveilleuse. Il y a souvent des interventions voilà, surnaturelles. Mais quand on regarde la vraie vie est beaucoup plus dure parfois, beaucoup plus brute et directe. Et ça a été le cas pour la vraie Pocahontas, on le sait. Ça a été le cas aussi pour Charlie Chaplin. Je voulais vous en parler parce c'est un personnage qui est mondialement connu, il est touchant. On connaît son caractère enfantin qu'il a su garder toute sa vie. C'est assez troublant. Je ne sais pas si vous connaissez sa biographie. Charlot, est l'enfant de deux comédiens qui vont très vite se séparer. Il est laissé seul avec sa maman qui a très peu de revenus. À 7 ans, il est placé par l'assistance publique à l'époque dans un foyer pour pauvres. Et sa maman va se remarier. Il ne reconnaîtra pas, lui, cette vie de la belle famille, de la famille recomposée. On en parlera pendant la conférence. Mais il va lutter. Il va très vite apprendre à lutter, vous le connaissez. Il va monter sur scène dès l'âge de 9 ans, être réalisateur à l'âge de 19 et commencer sa vie d'homme en parallèle avec cette vie de cinéma où il peut effectivement donner du sens à la difficulté qu'il a traversée, aux luttes qu'il a pu mener dans sa vie. Et j'ai été très touchée par les paroles qu'il a eues à la fin de cette vie. Et je voulais les partager avec vous. Parce que je pense que c'est peut-être une belle introduction à notre départ en adolescence. Revenant sur sa vie, donc, Chaplin dit « J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables. J'ai essayé de remplacer des personnes irremplaçables et oublier des personnes inoubliables. J'ai agi par impulsion, j'ai été déçu par des gens que je croyais incapables de me protéger. Je me suis fait des amis éternels, j'ai ri quand il ne fallait pas, j'ai aimé et je l'ai été en retour. Mais j'ai aussi été repoussée et j'ai été aimée sans avoir su aimer. J'ai crié, j'ai sauté de tant de joie, j'ai vécu d'amour et de fait des promesses éternelles, mais je me suis aussi brisé le cœur tant de fois. J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos. J'ai téléphoné juste pour entendre une voix. Je suis déjà tombée amoureuse d'un sourire. J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie. J'ai eu peur de perdre quelqu'un de très spécial, que j'ai fini par perdre. Mais j'ai survécu. Et je vis encore. Et la vie, je ne m'en lasse pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas t'en lasser, dit-il. Vis, ce qui est vraiment bon, c'est de se battre. Avec persuasion, c'est d'embrasser la vie, c'est de vivre avec passion, c'est de perdre avec classe et de vaincre en osant. Parce que le monde appartient à celui qui ose, et parce que la vie est trop belle pour être insignifiante. Voilà et je trouve que ce contraste, c'est exactement ce qu'on va peut-être commencer à comprendre et qu'on va
observer dans la première question que je voulais vous poser, qui est celle de l'identité. Alors, vous voyez cet homme, c'est Francorio Grafullo. Francorio Grafullo, il est un moine, un intellectuel, d'accord? On est au XVe siècle. Léonard de Vinci en fera un portrait. C'est vraiment un érudit. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est en train d'enseigner à des jeunes, vous voyez, des jeunes moines. Et il est en train de leur enseigner la musique. C'était un maître en musique. Et ce qui est assez intéressant, c'est deux petits détails qu'il y a dans la gravure. Je vous les montre. Vous avez d'un côté les harmoniques de Pythagore, d'accord? Voilà, donc vous avez 3, 4, 6. Hein, on est sur la gamme de Pythagore. Donc on est dans l'idée de l'harmonie, de l'ordre, de la mesure. Donc de toutes ces lois qu'il faut apprendre, qu'il faut appliquer pour pouvoir pratiquer la musique. Et à côté, vous avez le compas, les mathématiques. Vous voyez, encore cette idée de mesure, d'ordre, de principe. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a la corne d'huile. Cette corne d'huile, elle est très fréquente dans les sagesses orientales. On la retrouve dans la Bible. C'est la corne d'huile de Marie-Madeleine. C'est ce qu'elle portera sur elle qui lui donnera la force justement de lutter, de retrouver l'amour, la beauté, la paix. Et c'est quelque chose qui est important dans cette gravure parce que on voit que l'enseignement que Grafullo donne aux adolescents, à ces jeunes moines à peine adultes, repose à la fois sur l'ordre, mais aussi sur la force. Voilà. La connaissance, la raison ne suffisent pas. Il va falloir aussi que tu t'armes de courage, que tu t'armes de force pour affronter cette existence. Et je trouvais que ce petit détail de la corne d'huile posée sur la table de Grafullo était intéressante et elle nous ramène directement, vous voyez, à cette harmonia est discordia concors. Donc là, on le voit, donc c'est vraiment cette idée que l'harmonie naît de la discorde. Voilà, l'harmonie naît de la discorde. Et c'est peut-être ça qu'il faut dans un premier temps étudier ensemble, regarder ensemble, c'est cette idée de chaos initial. Voilà. On a une impression effectivement d'ordre dans la famille. Tout est bien ordonné, tout est classé, l'école, le travail, la famille, la ville, les activités sportives. La vie elle-même, elle est chaos. Et cet aménagement qu'elle fait la famille pour nous, qu'ont fait les parents, les grands-parents, les générations passées, ça a été construit. Ça n'est pas la vie elle-même. La vie, elle est chaotique. Et c'est ce qu'explique Héraclite dans sa philosophie. C'est cette idée que l'harmonie est quelque chose qui se gagne et qui se fabrique, en fait, qui se cherche et qui se construit pour chacun, avec les autres. On le voit hein, avec Grafullo, il aide ses jeunes disciples. Mais cette idée d'harmonie, de mélodie et d'ordre dans nos existences, il va falloir apprendre à le construire. Et non pas simplement se servir de cet ordre initial qu'on peut trouver au sein de la famille. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça signifie tout simplement, effectivement, pour lui, qu'on a une illusion, donc, comme je vous disais, de stagnation, mais qu'il faut aussi considérer ce qu'on appelle une lutte. Et là, ça va commencer à poser problème. Pourquoi? Parce qu'une lutte, c'est à la fois un combat, c'est une guerre, c'est un conflit, c'est-à-dire c'est une rivalité. Mais on entend mal le nom de rival. Le rival, par exemple, l'adversaire, notamment aux échecs, quand vous parlez d'adversaire, c'est celui qui est face à vous. C'est pas forcément celui qui est contre vous. Donc ça veut dire que cette lutte, elle va commencer... Alors elle a commencé à l'enfance, hein, les parents, on est bien d'accord, hein, les grands-parents. Vous n'avez pas attendu l'adolescence pour commencer à apprendre à lutter. Vous avez commencé à prendre vos propres forces dans l'enfance. Mais vous l'avez fait face aux parents. C'est-à-dire face à des êtres qui étaient à la fois adversaires, face à vous, mais avec vous également. Et c'est cette difficulté du passage, justement, de l'adversaire complice à l'adversité même de la vie. Où là, effectivement, il va falloir apprendre à reconnaître qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, de qui se méfier et vers qui aller et faire confiance. Donc cette lutte, elle est essentielle, nous dit Héraclite, hein, rien n'est permanent, tout est dans le changement. Et par conséquent, ce qu'on appelle harmonie, qu'on voyait avec Grafullo, cette harmonie, elle est forcément dans l'instabilité constante. Et cette instabilité constante, on la repère. Alors je voulais retrouver effectivement dans les portraits qu'on peut faire des enfants. Vous avez des enfants qu'on dit instables. Alors peut-être qu'on devrait dire vivants, très vivants.
et des enfants très stables, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas instables ou en tout cas en mouvement. Peut-être que justement, pour l'instant, ils n'éprouvent pas le besoin proposer, de chercher leur propre harmonie. Alors, j'ai retrouvé un texte de Dolto qui est très intéressant sur le bon élève. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Le bon élève et Jojo le terrible. Et je vous promets que ça va vous rassurer, ça va tous nous rassurer sur ce que c'est que d'être Jojo le terrible. C'est plutôt très bon signe. Voilà ce que dit Dolto. L'enfant insupportable avec ses pulsions actives, c'est l'affreux Jojo. Il est rarement en danger, dit Dolto. Mais celui qui est en danger dans la famille, c'est le gentil mignon, qui donne satisfaction à ses parents, qui refoule ses pulsions actives, et qui, le jour où il n'a plus de réussite complète dans sa passivité, qui n'arrive plus à réaliser comme il veut ce qu'il faisait jusqu'ici, et qui doit vraiment apprendre à s'exprimer comme lui-même, il se sent alors à ce moment-là tellement coupable de ne plus réussir en classe qu'il a perdu sa dignité, qu'il n'était accroché qu'à sa réussite en classe. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, face à lui, vous avez l'affreux Jojo, qui n'est pas affreux du tout, mais dont on a marre, dit Dolto. On en a marre de Jojo. Alors on fait quoi de Jojo quand on en a marre ? Eh bien, on le met dehors. Et à ce moment-là, on le sauve. Pourquoi on le sauve ? Parce qu'il va aller chercher à l'extérieur les moyens de pouvoir exprimer ses pulsions, exprimer cette énergie de vie, sans s'autodétruire, ni même rendre dangereux cette expression au sein de la famille. Voilà ce que dit Dolto. On le met dehors, il est ravi de s'y trouver. Donc, à partir de là, j'ai compris que ça ne servait à rien d'exclure les enfants, ni de les exclure de classe même. Parce que là, vous leur donnez une condition même d'exprimer leurs pulsions, vous perdez le contrôle. Donc, voilà ce qu'elle dit. Finalement, le milieu familial qui avait tellement besoin de satisfaction n'en avait pas. Et il faisait de la peine à ses parents. Alors, on le menaçait de pension. Alors, enfin, il obtenait ce qu'il voulait. C'est-à-dire s'en aller de ce milieu, dit-elle, s'en aller de ce milieu où il étouffait. À l'extérieur, l'affreux Jojo devient tout à fait bien. Seulement, c'est celui qui était gentil, qui restait à la maison, qui était bon pour la Grande Dépression un beau jour. Parce qu'un enfant ne peut pas vivre pour faire plaisir à ses parents. Et du coup, dit-elle, il se sent coupable s'il ne fait que du déplaisir à ses parents. Mais il l'est moins coupable vis-à-vis de son destin lui-même, s'il ne fait plaisir qu'à ses parents, mais qu'il vit en bonne santé. Effectivement, je crois que c'est important. Elle rajoute Dolto qu'il y a déjà, dès les années 60, cette obsession de préparer l'avenir. Voilà, il faut préparer ton avenir. On n'est pas encore dans les premières crises des années 70, on n'est pas encore dans tous les processus de Parcoursup, d'orientation que nos adolescents peuvent connaître aujourd'hui. Mais il y a déjà à l'époque un souci de l'avenir qui pèse sur l'enfant, avec un souci effectivement également de performance, de réussite, qui, dit Dolto, l'empêche de vivre au présent. Et voilà, si on doit retenir quelque chose, c'est que l'enfance et le début de l'adolescence doivent rester les temps du présent. Et malheureusement, de plus en plus, on demande à ces jeunes de s'engager, de se projeter, de faire des plans de carrière, et donc de se priver, si vous voulez, de ce temps présent fondamental qui est le seul dans lequel on peut agir, exprimer pas forcément uniquement ses pulsions, sa volonté, ses désirs, sa liberté, et donc acquérir son autonomie. Donc ce paradoxe, voilà, était important. Alors du coup, pourquoi il y a crise ? Il n'y a pas forcément crise d'identité à l'adolescence. On dit qu'un adolescent sur deux fait une crise, mais ce qu'on appelle crise, c'est simplement un moment intermédiaire. Pourquoi ? Les psychanalystes, les psychologues expliquent qu'il y a deux négations en fait dans l'adolescence. On n'est plus enfant et on n'est pas encore adulte, vous le savez. Et du coup, cet état intermédiaire, il n'a pas de durée limitée particulière. Et il n'a même pas d'existence obligatoire. C'est-à-dire qu'un jeune qui va passer tranquillement ses étapes d'autonomie, qui va apprendre à prendre en main son propre destin, ne fera pas de crise. Celui qui, au contraire, va sentir une résistance du milieu et va éprouver le besoin, pas nécessairement par hostilité des autres, mais par besoin pour lui de lutter, va exercer cette lutte très tôt. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose d'assez compliqué, qui sont les fausses luttes, les fausses disputes. Ce que nous appelons les parents, parfois, les caprices, les incohérences, les égoïsmes, et qui sont peut-être uniquement des prétextes d'exercer cette capacité à lutter, c'est-à-dire cette capacité à vivre, en fait, par soi-même. Alors, bien sûr qu'il y a des dangers, et souvent, c'est le rôle des parents de conseiller ou d'indiquer ces dangers
à ce jeune qui va en quelque sorte rencontrer ses premières épreuves ou ses premiers combats. Mais effectivement, ces dangers, il lui faut aussi les mesurer. Quand on parle d'un danger, si on regarde l'étymologie, un danger, c'est un événement considéré comme dangereux, c'est-à-dire comme périlleux, comme pouvant apporter des effets négatifs. Pas forcément. Il faut aussi réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que ce que nous considérons comme un danger ne l'est peut-être pas véritablement. Je pense particulièrement aux réseaux sociaux. On a souvent des appréhensions par rapport à leur usage des réseaux sociaux, ce qui oblige à les accompagner, mais à ne pas le considérer en soi comme un danger. Voilà. Sinon, on pose un interdit sur un espace de communication et d'interaction qui est celui de leur génération. Voyez. Donc il y a toute cette difficulté pour les parents, effectivement, on le sait, de déterminer avec l'adolescent les dangers potentiels, mais aussi de se libérer de faux dangers et donc de le laisser accéder à des espaces où l'accompagnant il peut s'y avancer. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose aussi, je vous disais tout à l'heure au début de la conférence, ça suppose de l'amour. Le premier amour qui est important, c'est l'amour de soi. C'est ce qu'on appelle le narcissisme. Alors ce narcissisme, pendant longtemps, on l'a critiqué. On l'a confondu avec l'égoïsme. Alors que Freud, dès l'organisation de sa théorie de la psychanalyse, montre bien qu'on a besoin d'être narcissique. C'est-à-dire qu'on a besoin de construire une image solide de soi-même pour pouvoir ensuite se porter vers les autres. Donc vous voyez que la première condition de la lutte, c'est pas les armes, c'est pas la protection, c'est pas la balisation du chemin, c'est l'amour de soi. Voilà, la première arme qu'on donne à nos enfants pour rentrer dans une adolescence avec les plus forts pouvoirs, c'est d'avoir donné à ces enfants l'amour d'eux-mêmes, de les avoir aimés au point qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec Dolto, pas uniquement, on le sait, par la réussite scolaire, par la reconnaissance de leur place particulière, simplement par le fait d'être eux-mêmes. Ce qui n'est pas une tâche, je suis d'accord, évidente, non pas à ressentir, mais à leur faire comprendre et à leur exprimer. Alors, Alain dit quelque chose de très beau sur l'amour, parce que cet amour ne peut pas rester en soi. Et j'ai trouvé que dans Les Passions de la sagesse, c'est un livre que je vous recommande, qui est magnifique, qui est fait de petits aphorismes, où Alain se promène dans la vie humaine, et voilà, s'arrête ici sur la confiance, ici sur la fidélité. Et là, il s'arrête sur l'amour, et vous voyez je vais vous donner ce qu'il dit, c'est très très beau. Il dit « Tout amour est quelque chose que l'on n'a pas en soi. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Je dis sa richesse, dit-il, intime, non sa parure. Et comme c'est de soi qu'on aime, ce n'est pas de soi aussi qu'on peut aimer. On aime l'image de soi que se font les autres. En ce sens que cette image, si elle est aimable, rend la société agréable et sûre. Mais cette image n'est point moi. Aucun objet, aucune chose n'est moi. » Donc là aussi, c'est difficile, cette période de l'adolescence, parce qu'on va rentrer dans un rapport à l'autre, où on va aller chercher chez l'autre, non pas seulement de la communication, de la bienveillance, de l'amour, de la coopération, comme au sein de la famille, mais on va aller chercher également cette image de soi-même, et l'image qui nous renvoie. Donc vous voyez que ce narcissisme, il est aussi important parce qu'on ne peut pas, en quelque sorte, le construire seul, et on ne peut pas le construire non plus uniquement au sein de la famille. Il est dans cet aller-retour entre la famille et le monde extérieur. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs narcissismes. Hein. On le voit, j'ai retrouvé une interview donc, de Hélène Vecchiali, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est psychanalyste. Hélène Vecchiali, elle travaille avec des cadres dirigeants, voilà, elle fait des formations autour de la psychanalyse, mais au sein de l'entreprise, au sein des institutions. Et elle dit effectivement qu'on a un problème actuel qui est ce qu'elle appelle l'hyper-narcissisme et l'hypo-narcissisme. Donc voilà les deux dangers, si vous voulez, contre lesquels il faut protéger à la fois les adolescents, mais on va en parler aussi les adultes, nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est l'hyper-narcissisme? Bon, ça, c'est pas très compliqué à imaginer, vous êtes d'accord? C'est cette idée d'une surexposition de soi, c'est cette idée d'une confiance qui écrase aussi l'autre, c'est-à-dire qu'on va chercher chez l'autre uniquement une image valorisante, et qu'une fois qu'on a cette image valorisante, on coupe la communication à l'autre parce qu'on a obtenu satisfaction. Donc cet hyper-narcissisme va passer effectivement pour un égoïsme, pour ne penser qu'à soi, ou pour un regard nombril en fait, un nombrilisme si vous voulez. À la rigueur, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est l'hypo-narcissisme.
Elle explique Becky Ali, elle dit que l'hyponarcissisme, c'est le fait, à chaque fois qu'on vous fait un compliment, de vous dévaloriser. Voilà. Je trouve que tu as bien chanté. Je trouve que la façon dont tu as parlé à ta sœur était agréable. Je vais accepter le sentiment, je vais accepter l'expression de ce sentiment, je vais accepter le compliment, mais en même temps, je vais tout de suite le diminuer. Oui, mais en même temps, elle a été gentille elle aussi. Oui, mais en même temps, j'ai bien chanté, mais bon, j'ai moins bien chanté que l'autre. Voyez ? Et c'est ça où il faut être vigilant, dit-elle. C'est-à-dire sur cette diminution systématique de la personne, dès lors qu'on essaie en quelque sorte, non pas de la valoriser injustement, au contraire, mais de lui donner des atouts pour son image, pour son narcisse en quelque sorte, qu'elle va systématiquement pondérer par un commentaire, par une appréciation négative. Voilà. Et alors la deuxième chose qui est intéressante dans son livre, c'est qu'elle a interviewé, elle a interrogé les gens qui ont réussi, qui ont l'air plutôt bien dans leur peau, et elle s'est rendue compte que le point commun de tous ces gens, ce sont deux choses qui leur viennent particulièrement de la famille et également des amis, des cercles d'amis ou des cercles de travail. C'est la franchise, c'est-à-dire le franc-parler, voyez, et également la confiance, voilà, la confiance qu'on leur a donnée. Non pas eux, la confiance qu'ils ont eue en les autres, mais la confiance qu'on leur a donnée. Donc on voit bien que cette autonomie, elle est fondamentale. Fais, je t'accompagne et on verra. Et c'est vraiment important, dit Becky Ali, de considérer la capacité à donner confiance à quelqu'un pour faire quelque chose, et en même temps avoir assez de franc-parler pour pouvoir discuter avec lui, évaluer ce qu'il a fait, comment il l'a fait, est-ce qu'il estime l'avoir réussi. Donc c'est toujours cette, voyez, cette dichotomie, cette dualité entre à la fois être là et en même temps laisser l'autre le plus en plus faire ce qui lui est bon de faire. Alors, qu'est-ce que ça suppose aussi ? Ça suppose effectivement de se libérer d'un poison qui est peut-être, je pense, le poison le plus puissant dans la personne, dans la famille et dans la société, qui est la jalousie. Voilà. La jalousie, on croit souvent qu'elle est fondée sur la propriété. Donc nous, pauvres parents, qu'est-ce qu'on fait ? On considère qu'il faut donner la même chose aux enfants pour surtout ne pas déclencher de crise de jalousie. Donc on va aller vers l'égalité. Mais l'enfant ne veut pas l'égalité. Ce qu'il veut, c'est l'équité. C'est-à-dire il veut en fonction de ce dont il a besoin. Il veut en fonction de ce qui lui est nécessaire au moment où c'est nécessaire. Et là, il y a une certaine forme de légitimité. Mais si on part justement sur cette égalité absolue, on risque effectivement d'apprendre à l'enfant à mesurer. Et là, on va finir par mesurer le nombre de frites, voilà, le nombre de minutes consacrées à chacun. Et c'est un cercle vicieux et on retombe effectivement dans cette mesure sans justice. Alors, la jalousie, elle vient d'où ? Elle vient de deux choses. Elle vient effectivement de la place que l'on considère avoir au sein de la famille, et considération qui va aussi déterminer la manière dont on va se conditionner, dont on va agir dans la société. Et cette place, il faut comprendre une première chose importante qu'on a vue avec Héraclite, mais qu'on va voir maintenant autrement, c'est cette idée que cette place, elle n'existe pas en fait. Bien sûr qu'il y a des modèles sociaux, bien sûr que la famille répond à des normes culturelles, à une histoire familiale, à une transmission d'un mode de comportement. Mais ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que cette famille, elle est créée, elle est composée, et elle se recompose sans cesse au fur et à mesure des changements de vie de chacun. En fait, c'est pas quelque chose de stable, voilà. Et du coup, cette nécessité un peu enfantine, vous voyez, d'avoir une place et de s'assurer que la place est là, comme si un peu on gardait la place à table, on mettait encore l'assiette, bien que l'on ne soit pas là, c'est un peu ça, hein. Il va falloir accepter que cette place, elle existe, mais elle n'a pas de contour délimité. Ce qui peut effectivement expliquer pourquoi, à certaines périodes, les parents vont être plus proches d'un des enfants que de l'autre, parce que celui-ci est plus en demande, parce qu'il est dans un projet et qu'il a besoin d'être plus soutenu qu'un frère ou une sœur. Mais il est vrai que c'est difficile pour nous de sortir, vous voyez, de cette image d'une place. À tel point que, effectivement, on le voit notamment dans les familles recomposées. C'est-à-dire qu'on a un phénomène qui est nouveau, hein, qui est bien sûr la recomposition des familles, mais c'est pas non plus tout à fait nouveau. C'est ça que je voudrais vous montrer ce soir.
C'est-à-dire qu'on a à peu près, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, on est sur 9% de familles recomposées en France. D'accord ? 9%, ça concerne 11% des enfants. Alors, on est bien sur 75 000 divorces par an, mais l'INSEE dit qu'ils sont incapables de, si vous voulez, de pouvoir évaluer le nombre de familles qui se décomposent ou se recomposent, puisque sur les unions libres, par exemple, on est déjà à 150 000. Vous voyez, donc les chiffres sont très vagues, très incertains. Ce qu'on dit, notamment pour l'INSEE, c'est qu'on considère un foyer là où est l'enfant. Voilà, c'est là où réside l'enfant. Et à ce niveau-là, je vous ai pareil trouvé des chiffres. Donc on est sur à peu près 65% de familles traditionnelles. On est sur 20% actuellement de familles monoparentales. Et on est à peu près du coup sur 15% de familles recomposées, mais pas nécessairement remariées. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les raisons pour lesquelles les familles se recomposent, ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas recomposition, sont les mêmes depuis l'Ancien Régime, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle. Et les comportements, en tout cas en France, dit l'INSEE, n'ont quasiment pas bougé depuis le XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème de représentation, parce qu'on continue à considérer les familles par rapport à ces modèles d'il y a 400 ans, et il y a des évolutions sociales, affectives, familiales, relationnelles, qui font que le modèle ne correspond plus à la réalité. Je vous donne des exemples de l'Ancien Régime, vous allez comprendre. D'abord, c'est le modèle de la marâtre et du parâtre. Merci Cendrillon. Il faudrait même remonter jusqu'en Chine, au XIe siècle. C'est là où elle apparaît, Cendrillon. Mais bon, revenons à notre Ancien Régime. On est sur un modèle de la marâtre. La marâtre, à l'époque, donc, 17e, 18e, c'est une femme. Donc là, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur des causes de séparation qui sont des causes volontaires. Hein. On est sur des guerres, on est sur des maladies, des décès précoces, des enfants qui perdent les deux parents, ou un enfant, voilà, un veuvage, etc., etc. Donc on est sur des causes qui sont liées soit au hasard, soit, si vous voulez, aux situations politiques ou médicales. D'accord ? Donc, mais c'est la seule quasiment différence, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe avec cette marâtre ? Alors, à l'époque, elle est considérée comme une figure aussi passionnante que terrifiante. C'est-à-dire qu'elle est déjà appréhendée, crainte, en quelque sorte, alors que justement, elle apparaît, cette marâtre, comme nécessaire à la réunification de la famille. Donc, vous voyez le paradoxe. À la fois, elle réunifie, et en même temps, elle est crainte. Elle est synonyme de possibilité de captation d'héritage, elle est synonyme de préférence de ses propres enfants aux dépens des enfants du nouvel époux. Donc elle a une figure assez violente quand même. Et elle est dans la littérature, elle est dans la comédie, on la retrouve, je veux dire Phèdre, voilà. Elle peut même zioter sur le beau-fils, hein, si on considère Phèdre. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Le parâtre apparaît quasiment pas. Il n'y a quasiment pas de critique, si vous voulez, ou de perception très négative du père. Père qui d'ailleurs, j'ai regardé les chiffres, c'est assez intéressant, met moins de 2 ans pour se remarier. C'est le même temps aujourd'hui. C'est assez hallucinant, je trouve. En 400 ans, c'est à peu près 24 mois. Voilà. Alors qu'à l'époque, il y a beaucoup de femmes qui restent dans le veuvage. Et bien, le taux de veuvage ou le taux de femmes qui élèvent seules les enfants, si vous voulez, sous l'Ancien Régime, est quasiment équivalent à aujourd'hui. Donc c'est comme si, vous voyez, on avait une impression que les vies changent, qu'on doit s'adapter, et en même temps une stabilité incroyable des modèles. Alors, je vous passe, hein, pour la marâtre, je vous passe folle coche. Hein, la folle et cochonne, folle coche, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on a aussi chez Poil de Carotte cette idée-là. On a des frères et sœurs, alors comme on le voit parfois dans les contes, c'est souvent des demi-frères et demi-sœurs parce que c'est plus facile à accepter dans le conte que ce ne soit pas les frères et sœurs directs, vous voyez. Donc on peut défouler notre colère sur ces personnages de conte dans la mesure où ils ne sont que demi-frères et demi-sœurs. Mais on le retrouve chez Poil de Carotte, c'est-à-dire dans cette fratrie, le problème de la jalousie, le problème du harcèlement de l'un par rapport à l'autre, le problème de la violence physique, c'est Poil de Carotte, voyez, l'indifférence du père. On a aussi cette mère qui est violente.
Donc du coup, je pense qu'il faut aussi, quand on appréhende nos relations, qu'on soit conscient de tout cet imaginaire qu'on nous a transmis et qui se véhicule, si vous voulez, dans la société, et qui fait qu'on est à travers des prismes, en quelque sorte, qui nous empêchent de voir la singularité de la relation que nous avons les uns avec les autres, et surtout, la liberté qu'on peut avoir de composer ou de recomposer famille, ou une nouvelle famille, de manière libre et commune. Alors, bien évidemment qu'on nous donne des modèles. Je vous en ai trouvé, j'ai trouvé des recettes. Alors, je vais vous les donner, si ça peut vous aider. Les voilà. J'ai fait pas mal de sites de psychologie. Comment réussir sa famille recomposée. Alors, accrochez-vous bien. Que le partenaire ou la partenaire soit la bonne ou le bon. Ok ? De trouver un nouveau lieu commun, car c'est compliqué quand vous êtes dans le domicile conjugal antérieur, ce qui, à mon avis, peut paraître financièrement parfois assez compliqué, on est bien d'accord. Mettre en place un conseil familial. Déjà, dans la première famille, l'idée n'était même pas venue, mais alors la deuxième, où les conflits se surexposent, conseil de famille, voilà, c'est l'ONU. Organiser des activités et des rituels. Et alors, là, le summum, ne pas tenir compte des critiques des ex-conjoints et garder distance éducative avec les beaux enfants, tout en créant un lien affectif. Ok, donc on est bien d'accord que là, on est sur la perfection. C'est-à-dire que ce qu'on demande à la famille recomposée, la famille elle-même, depuis l'origine, n'y arrive pas. Enfin, fait tout ce qu'elle peut, mais ne peut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a cette espèce aussi d'illusion, il y en a pour qui ça marche, on a des modèles de réussite. Regarde, tu n'as qu'à faire un conseil de famille. Voilà. Ou tu n'as qu'à, effectivement, trouver la bonne partenaire. Tu cherches aussi, tu cherches. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a aussi cette injonction actuelle de nos sociétés, de la performance que les ados ont dans leur propre vie, à l'école, mais que les adultes ont au travail et qui pénètrent jusqu'à la vie privée. Voilà, soit performant, soit un bon père, un bon grand-père, une bonne grand-mère et une bonne fille, s'il te plaît. Voilà, et si jamais tu recomposes, d'accord, ne recompose pas comme une salade, recompose plutôt comme un bon meuble Ikea, je te donne le schéma et tu n'as plus qu'à appliquer. Mais bon, vous savez bien que quand vous faites Ikea, il y a toujours des vis qui restent, ça casse au dernier moment, voilà. Je crois qu'il vaut mieux considérer que voilà, les meubles vieillissent, le bois travaille. Il ne s'agit pas de casser l'armoire normande pour en faire une autre. Je crois qu'il faut plutôt considérer que cette notion de famille, on nous invite aujourd'hui à l'étendre. Voilà, comme on l'étendait aussi à l'Ancien Régime. Je vous ai malheureusement, parce que j'avais envie de le faire un peu sur la forme de l'humour, je ne vous ai pas trouvé les exemples, mais dès le XVIIe, XVIIIe, bien sûr qu'il y a des familles pour qui ça fonctionne. Voilà, il y a de très beaux exemples. J'en ai trouvé notamment dans la région de Toulouse, où il y avait des écrits de notaires. Et ça, c'est très touchant, parce qu'on a souvent cette impression que voilà, l'acte notarial est un acte de droit froid. Et en définitive, ce sont des précieux documents qui vous racontent les vies de famille. Au moment de la visite chez le notaire, on a voilà, toute cette vie familiale qui revient. Et il y a eu des témoignages effectivement très beaux de solidarité, de reconstruction et de réussite de ces familles recomposées. Voilà. Donc, on a aussi cette idée de la rivalité fraternelle dans la jalousie. Donc, il y a cette idée de la place, vous voyez, de la recomposition. Mais il y a aussi la rivalité fraternelle. Et là aussi, nous ne sommes pas à l'abri des schémas, si vous voulez, de comportement. C'est ce que dit Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées. Il dit effectivement que les enfants ont besoin de ces contes pour savoir se positionner, notamment entre les frères et sœurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique Bettelheim que quand un enfant a le sentiment que l'autre enfant est préféré, généralement, il scinde la famille en deux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui préfèrent mon frère et ceux qui sont avec moi. Voilà. Donc en fait, c'est pas simplement dans le rapport aux parents, vous voyez que l'enfant va se positionner ou chercher sa place, c'est dans la famille entière.
Et souvent dans les contes, ce qui est intéressant, dit Bettelheim, c'est que l'aide de l'enfant qui est défavorisé, donc qui est moins aimé, qui n'est pas le préféré, dit Bettelheim, a souvent recours à une intervention extérieure, une marraine, une bonne fée, un animal magique qui va l'aider, voyez. Et c'est intéressant parce que c'est encore cette idée que peut-être la solution est à l'extérieur, non pas pour être préféré par d'autres, mais pour renoncer à chercher à être préféré. Voilà, passe à autre chose. Et c'est assez intéressant, mais c'est pas, je suis consciente que c'est pas évident. Il y a la place du deuxième aussi, ça c'est assez intéressant. Bettelheim explique effectivement que le 2e sur 3, c'est le normal. Alors c'est marrant parce que souvent on dit le 2e il pose pas de problème. Voilà, le 1er un peu de pression, le 3e quasiment il s'élève seul, et celui du milieu c'est celui qui est normal quoi. Alors Bettelheim se dit qu'est-ce qu'on fait de cette banalité ou cette normalité? Eh bien justement il remarque que cet enfant qui est considéré comme normal si vous voulez, eh bien il va assumer cette normalité ou cette banalité et plus facilement sortir à l'extérieur et faire sa propre vie. Et donc s'individuer. Vous voyez, c'est bizarre parce qu'on fonctionne vraiment par rapport à des schémas. Et une fois qu'on a conscience de ces schémas, on peut effectivement choisir d'agir ainsi ou d'agir autrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur la fratrie? Là aussi que ce n'est pas un sentiment naturel. Voilà, c'est ce qu'on apprend avec la psychanalyse, c'est ce qu'on apprend, on voyait tout à l'heure avec Alain, cette idée d'aller chercher l'amour hors de soi. Aimer, c'est amarrer, c'est se relier, vous voyez, c'est tisser des liens avec les autres. Donc bien évidemment que ces liens sont parfois des liens du sang, mais pas nécessairement. Et c'est vrai que cette fraternité, les générations actuelles la vivent de manière souvent beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, notamment dans l'amitié, que nous pouvions le faire nous-mêmes. Et effectivement, ces liens entre les frères et sœurs, on montre également que plus les enfants vont chercher à les stabiliser, voyez, à les figer dans la famille, plus ils vont avoir du mal à créer non seulement des liens à l'extérieur, dit Bettelheim notamment, mais également à créer leur propre famille. Donc il y a comme une idée, voyez, de deuil, passer à autre chose, faire le deuil de cette place pour pouvoir, en quelque sorte, se donner à exister par soi. Alors, le rapport n'est pas du tout le même par rapport au père et par rapport à la mère. Souvent, et c'est encore le cas, disent les psychanalystes, c'est souvent la reconnaissance qui est cherchée chez le père et l'attention chez la mère. Voilà. C'est pas du tout la même chose, ce sont deux sentiments complètement différents, mais que les enfants vont également rechercher. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la fusion, forcément, parce que cette séparation, elle est difficile. Et pourtant, la fusion, effectivement, n'est pas meilleure. On se rappelle le banquet de Platon, vous vous souvenez, le début du mythe d'Aristophane, où on essaye de définir l'amour. Et Aristophane, qui se moque de Socrate complètement, bon, ils ont encore un peu bu quand même, on est à la moitié du banquet, il dilue pas trop le nectar avec de l'eau, donc tout le monde est un petit peu grisé par l'alcool. Et Aristophane commence à faire son discours sur l'amour et dit aux convives, mais vous savez, l'amour, en fait, c'est simplement le fait de revenir à une nature primitive. Avant que nous soyons hommes, nous étions comme des boules, ensemble, unis. Voilà. Et nous étions les plus forts du monde. Simplement, on était tellement forts, dit Aristophane, qu'on est allé tenter les dieux. On est allé gravir l'Olympe pour essayer de se mesurer aux dieux. Et pour nous punir, Zeus nous a fendus en deux. On était tellement malheureux, dit-il, que du coup, on a commencé à s'embrasser, s'enlacer, à ne plus se quitter, à ne plus se lâcher. Et du coup, on se laissait mourir, dit Aristophane. Parce qu'on n'avait plus le temps de manger, plus le temps de travailler, et l'humanité était en train de dépérir. Alors, Zeus a eu une idée terrible, c'est qu'il a appelé Apollon. Apollon nous a bien réparés, nous a fait un petit nombril où il a mis toute la peau qui dépassait de la coupure, d'accord ? Nous a remis le visage en face et nous a éparpillés sur toute la terre. Et ainsi, dit le mythe d'Aristophane, on a commencé à retravailler, on a commencé à reparler aux autres, mais toujours avec cette idée en tête qu'il manquait une moitié de nous-mêmes et que cette moitié, on la retrouverait. Et que le jour où on la retrouverait, on serait pleinement nous-mêmes. Comment ne pas adhérer
à cette idée de fusion et à ce mythe des âmes sœurs d'Aristophane. Tout simplement parce que c'est de là d'où nous venons, cette fusion maternelle, familiale, interfamiliale aussi, au sein de la famille. Et que la peur arrive aussi dans le monde extérieur. On ne sait pas comment on va se lier, à qui on va se lier. Et du coup, on recherche systématiquement cette fusion. On peut la rechercher dans les premières relations. On peut la rechercher tardivement aussi. Hein. On peut jouer l'amour adolescente de la fusion jusqu'à 50, 60, 80. Il n'y a pas de limite. Tant que ce besoin de faire unité absolue est là. Sauf que Socrate arrive. Et que Socrate, ça ne lui plaît pas du tout, cette idée de fusion. Pourquoi ça ne lui plaît pas? Parce que 1 + 1, dit Socrate, ça fait 1. Ça ne fait pas 2, ça ne fait pas 3, ça fait 1. Quand tu aimes l'autre et que tu cherches la fusion avec lui, dit Socrate, qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu cherches ce qui te manque. Ça veut dire que tu apprends à aimer l'autre, non pas tel qu'il est, non pas pour qui il est ou ce qu'il est, mais pour ce qu'il t'apporte. Ça veut dire que dès le départ, tu vas te tourner vers l'autre. Alors on n'est plus dans du narcissisme, vous voyez, on est dans de l'égoïsme. C'est-à-dire que tu ne vas aimer les autres qu'à la condition qu'ils t'apportent ce qui te manque. Ça a 2 défauts majeurs, dit Socrate. Le premier, c'est que ça suppose que tu saches ce qui te manque, ce qui est rarement le cas. Donc tu vas te tromper. Tu vas croire que tu as besoin d'eux, et ça ne sera pas ça. Et la deuxième chose, c'est que en allant chercher uniquement ton intérêt, ce qui te manque chez l'autre, tu t'interdis en quelque sorte de le découvrir. Tu t'interdis de le rencontrer. Tu t'interdis de l'aimer même. Et ça, c'est un des plus beaux passages du banquet, puisque Socrate, et ça c'est peut-être la plus belle leçon à nous donner et à donner aux ados et à entendre nous adultes parce qu'on l'oublie trop. Socrate dit effectivement que aimer n'est pas uniquement tomber amoureux, n'est pas uniquement s'attacher. Toutes les attachements, dit Socrate, n'abordent pas nécessairement une histoire, ne font pas une histoire, vous comprenez? Voilà. Pour faire une histoire, il faut tisser ensemble. Il faut des expériences communes, il faut des événements, c'est-à-dire des choses qui surgissent et qui ne sont pas prévues. Il faut une entraide, il faut construire ensemble. Or, cet amour-fusion, vous avez bien compris, c'est un état amoureux qui enflamme. Alors, on a même des origines biologiques, hormonales, psychanalytiques, inconscientes. On peut retrouver plein d'origines au coup de foudre, il n'y a pas de souci. C'est juste un coup d'éclat, vous voyez, qui rend possible cette fusion qui va mourir toute seule en quelques mois, voilà, à peu près 3 mois. Si au bout de 3 mois, il ne s'est rien passé, s'il n'y a pas d'histoire qui se construit, s'il n'y a pas de rencontre de l'altérité de l'autre, il y a épuisement de l'intérêt et il y a projection sur un autre fusionnel potentiel. Et du coup, l'inconstance de l'amour, dit Socrate, n'est pas liée au sentiment lui-même, mais au renoncement que nous faisons de persévérer, c'est-à-dire d'aller chercher l'autre dans son altérité et de l'aimer encore plus pour ce qu'on ignore de lui, dit Socrate, que pour ce que l'on apprécie. Et c'est peut-être ce défi qui est le plus beau de la vie. Vous voyez, je vous disais qu'on avait besoin de l'amour comme force. Elle est là, la force première. Elle est dans le fait que l'amour naît de cette rencontre de l'autre différent et non pas de ce dont on a besoin et que l'on va chercher. Du coup, on va passer justement à ces émotions, si vous voulez bien. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Victor Hugo. Je voulais vous la donner parce que vous connaissez l'histoire avec sa fille, vous connaissez la perte terrible et toutes ces paroles très, très fortes des contemplations de Victor Hugo sur cette perte. Mais on voit vraiment cette fusion. Et comment se priver de cela? Vous imaginez, c'est très compliqué en fait cette période de l'adolescence parce qu'elle suppose la découverte de nouvelles formes d'amour. Mais elle suppose aussi, dans une certaine mesure, le renoncement à cet amour-là, à cet amour dont parle Hugo. C'est-à-dire, si tu savais combien je t'aime, combien tu es nécessaire à ma vie, tu n'oserais pas t'absenter un seul moment. On le dit à Marseille, ma vie. Mais du coup, moi ça me stresse quand je l'entends parce que du coup je me dis, oh, mais mince, alors du coup qu'est-ce qui reste à côté quoi? Si je suis à vie. Et c'est là peut-être que les parents font le plus beau cadeau, un des plus beaux cadeaux après la vie, à leurs ados, c'est de ne pas leur dire. De ne pas leur dire comme c'est difficile, de ne pas rester
dans cette fusion eux aussi, et de les laisser en quelque sorte découvrir par eux-mêmes d'autres personnes, d'autres relations à l'extérieur de ce couple ou de cette unité dont parle Victor Hugo. J'ai un passage que j'ai retrouvé cet après-midi, je vais vous le donner aussi. Alors, c'est un texte de Romain Gary. Ouais, il est très très beau, je vais le partager avec vous. Voilà. Promesse de l'aube. Il dit, Gary, ce fut seulement aux abords de la quarantaine, donc l'âge des parents quand on est ado à peu près, hein, à peu près. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine, dit Gary, que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus, on regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras ou vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère, comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Et lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a plus que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis seulement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Que les mères, en quelque sorte, aient un amant. Je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je ne me connais qu'en vrai diamant. Et je crois que cet amour absolu, c'est à la fois, vous voyez, ce qui rend possible nos existences, et c'est en même temps une certaine renonciation à cette idéalisation de l'amour. Voilà. Est-ce que la crise d'adolescence, c'est pas ça parfois? C'est pas justement se libérer de cette image d'un père parfait, vous voyez, d'une mère parfaite, et de commencer à prendre conscience qu'on est face à un être humain, qu'on est face à une personne qui a ses contradictions et qui effectivement est toujours père ou mère, mais dans cet absolu qu'on lui donnait, qu'on lui prêtait, eh bien il faut s'en détacher pour pouvoir avoir une chance d'apprendre à apprécier et à goûter ce que la vie et le monde va nous donner. Alors, c'est ce que dit également Sartre. J'ai trouvé une citation qui était pas mal pour vous. Il dit, Sartre, une émotion, c'est une transformation du monde. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas pour ça qu'on a peur des émotions? C'est parce que à chaque fois qu'on ressent quelque chose, on transforme le monde. Donc ça produit une interprétation, on ne comprend plus véritablement les choses, on perd un peu les repères. Et l'adolescence, on le sait, c'est le moment des grandes émotions. Mais les adultes aussi. À chaque fois, que ce soit dans les relations avec leurs amis, les parents, les grands-parents, vont éprouver des émotions complètement diverses. Et ce ressenti d'émotion, effectivement, on va le confondre bien souvent avec la réalité elle-même. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce que l'on ressent est ce qui est tel qu'il est. Et là, c'est effectivement le problème de communication qui va se poser. Et voilà, je voudrais vous en parler un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que, ça c'est Spinoza qui nous l'apprend, bien souvent la raison se croit toute puissante, si vous voulez. On croit qu'on peut déterminer le désir de l'enfant. On croit qu'on peut éduquer, ça consiste, vous voyez, à lui apprendre ce qu'il faut désirer, ce qu'il ne faut pas désirer, les bonnes choses, des mauvaises, en quelque sorte. Alors que justement, l'émotion, dit Spinoza, l'affect, lui il appelle ça l'affect parce que c'est son vocabulaire à l'époque, l'affect, c'est ce qui va permettre, dit Spinoza, de donner la possibilité à la personne de mesurer par elle-même son rapport aux choses et son rapport aux autres. Voilà. Alors vous pouvez appeler ça intuition, hein, mais c'est cette idée chez Spinoza que ce n'est pas la raison qui mesure
le désir, et donc il mesure la manière dont vous réagissez aux choses, mais plutôt vos émotions propres. Et il dit une chose très intéressante, il dit en plus, on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais c'est parce que nous la désirons que nous la trouvons bonne. Autrement dit, le bon absolu, le mal absolu, pour lui n'existe pas. Ce qui existe, dit-il, c'est un plus grand bien et un moindre mal. Et je trouve que c'est une éthique qui est assez intéressante au moment où on se lance dans la vie, et même à chaque fois où on a des décisions à prendre, ne pas essayer justement de se conformer, vous vous rappelez Héraclite, hein, se conformer à une harmonie statique, mais essayer à chaque fois d'apprendre à discerner ce qui serait pour soi ou pour les autres un plus grand bien ou un moindre mal. Voilà. Et en cela, dit Spinoza, effectivement, on peut retrouver sa liberté, on peut retrouver son activité de joie, dit-il. La joie, c'est quoi? C'est tout simplement la manière d'augmenter sa façon d'exister. Voilà. Souvent, dit Spinoza, à force d'avoir des déceptions, des déplaisirs, on tombe dans une tristesse qui nous diminue. Et les désirs qui naissent de cette tristesse, dit Spinoza, continuent de nous diminuer. Alors, est-ce qu'il faut voir là l'apathie qu'on a parfois? Parfois, on n'arrive plus à agir, on n'a plus le goût de vivre ou le goût de faire. Et Spinoza, lui, considérait à l'époque que c'était peut-être justement parce que trop de désirs sont nés de la tristesse et pas assez de la joie. Voilà. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que souvent, effectivement, on a, comment dire, on a des idéaux, on a des modèles, on se conforme, alors que vraiment, l'idée de cette mesure intérieure, elle est fondamentale. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie de ne pas craindre. Alors ça, c'est plus Descartes, c'est plus, voilà, chez Descartes qu'on va le retrouver. Descartes dit, il faut aimer, ni haïr, ni vénérer. Aimer, voilà, juste aimer. Donc il va vous le dire sur la générosité, mais il le dit aussi sur le fait que même si l'amour au départ est un mouvement naturel, dit-il, on peut aussi l'accompagner, comme je vous disais tout à l'heure avec Socrate et le fait d'apprendre à fabriquer une histoire d'amour. Pour Descartes, il y a cette idée que être quelqu'un de bien, c'est pas dans les choix d'amour que vous faites, c'est dans la manière que vous avez d'aimer. Et souvent, quand on est à l'adolescence, les parents nous disent qui tu fréquentes, c'est qui, je connais. Et on a vécu ça, nous aussi, comme parents, où on nous demandait effectivement 2-3 renseignements sur la personne, ce qui est complètement naturel. Mais en définitive, la véritable question, voilà, c'est pas avec qui tu es, mais comment tu es avec cette personne et comment cette personne est avec toi. Quelle est sa manière d'aimer. Et donc, Descartes explique que l'exigence morale, elle n'est pas dans la hauteur des objets, vous voyez, elle est dans la dignité qu'on se donne dans la manière de s'y porter. Donc même des petites choses, on peut les aimer dignement. Et des grandes choses, ne pas les considérer. Voilà. Alors, s'attacher, c'est intéressant parce que ça signifie aussi pas forcément quelque chose de positif. J'ai retrouvé une citation d'Albert Camus qui est très, très rigolote. Il dit, en parlant de l'amour, je fais attention, ça va. En parlant de l'amour, dit Camus, c'est le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents ni les imbéciles. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est universel. Donc déjà, c'est une super chance qu'on a. Qu'on se considère imbécile ou intelligent, on aimera. On est susceptible d'aimer et d'être aimé. Donc c'est quand même plutôt optimiste, je trouve. Et l'idée qui est intéressante, c'est de faire la différence, je trouve, entre la maladie et la pathologie. Camus dit que l'amour est une maladie. Et quand j'ai lu cette phrase, je sais pas, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que soit il a beaucoup morflé, hein, il a beaucoup souffert dans ses histoires, soit il y a quelque chose de plus curieux, de plus atypique, connaissant Camus. Et effectivement, quand je suis allée voir un petit peu le principe de cette idée de maladie, en définitive, la maladie est quelque chose que l'on reçoit, difficilement aussi parfois quelque chose que l'on se provoque. Mais vous êtes d'accord que même si on se provoque une maladie, on la provoque dans le rapport qu'on a au monde. Donc c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur, la maladie, souvent. Et la première chose à laquelle on pense, bien évidemment, c'est à cette venue de l'extérieur. C'est au fait de lutter pour empêcher d'être malade. Bien évidemment, se prémunir, se mettre en sécurité de tomber malade. Mais il y a des fois, vous êtes d'accord, où on ne choisit pas de tomber malade. Et l'amour, c'est pareil. Parfois, on cherche l'amour, parfois, on s'en préserve, et parfois, ça vous tombe dessus et vous ne choisissez pas.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et je suis allée voir du côté de la pathologie. Et quand on regarde comment se constitue votre immunité, notre immunité, c'est assez intéressant. En définitive, on a 2 immunités. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là, je vais me perdre. Mais le seul petit exemple que je veux vous donner qui pourrait vous aider à réfléchir là-dessus sur les chagrins d'amour, d'accord, de nos parents, les chagrins d'amour de nos ados ou même les chagrins d'amour de nos grands-parents. La première immunité, elle est justement au niveau inflammatoire. Vous êtes d'accord, on reçoit et on réagit. Et puis, il y a ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils appellent en médecine, une immunité acquise. C'est une immunité plus profonde. C'est celle qui, une fois que l'inflammation, vous voyez, n'a pas fonctionné, ou ça continue, ça se répand, il y a un deuxième système de défense immunitaire qui se met en place. Et cette immunité, eh bien, elle se construit. Voilà. Elle n'est pas mécanique, vous voyez, ce n'est pas un garde qui empêche les choses d'entrer, c'est une armée, ce sont des soldats, ce sont des alliés qui vont combattre pour justement évacuer cette maladie, mais qui vont la transformer, c'est-à-dire, c'est vraiment cette idée qui a un caractère actif, vous voyez. Et quand je me suis dit, si l'amour est une maladie, alors peut-être parfois, effectivement, on s'inflamme, mais peut-être aussi que aimer ou mal aimer, ou ne plus aimer, ou ne plus être aimé, fait partie de ces épreuves de la vie et de ces apprentissages. Et on ne peut pas dispenser l'être humain d'apprendre à aimer par lui-même. On pourra le vacciner, on pourra lui raconter toutes les histoires qu'on veut, régulièrement, par dose. On pourra faire ce qu'on veut, il va falloir que cet être, justement, construise sa propre manière d'accueillir et de vivre les amours qu'il va rencontrer. Voilà. Alors, ça veut dire aussi d'apprendre à distinguer les plaisirs et les joies. Alors là, ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que souvent, et particulièrement dans notre société, on est dans cette recherche de plaisir. Le plaisir, c'est mécanique. Le plaisir, c'est rapide, c'est facile, c'est consommable, c'est déterminable, c'est répétitif. Donc c'est un parfait objet d'échange et de consommation, le plaisir. Mais ça n'est pas la joie. Or, ce dont on a besoin pour se construire, c'est la joie. Et j'ai trouvé une citation de Démocrite qui est assez sympa. Il dit que les hommes éprouvent à se gratter le même plaisir qu'à faire l'amour. Alors, bon, c'est Démocrite en même temps. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça ? Et en fait, je me suis souvenue il y a un passage dans le Gorgias. Il y a un passage dans le Gorgias où toujours ce brave Socrate, vraiment, il nous vient au secours fréquemment. Socrate est en train de discuter avec Calliclès. Bon, on sait que Calliclès n'existe pas, mais c'est un petit peu la figure du sophiste, vous voyez, de ces vendeurs de rêves à l'époque grecque, antique, qui encore aujourd'hui sont les beaux parleurs. On vous vend du discours sur l'amour, on vous vend du discours sur le succès, sur le bonheur, et puis en définitive, c'est du vide. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez consommé, il faut reconsommer un peu plus, il faut recréditer, voilà, sans cesse. Et donc à l'époque, il y a déjà ce comportement-là, et Socrate va faire une remarque similaire à Calliclès concernant justement les plaisirs. Alors, je vous le lis parce que c'est particulièrement intéressant. Donc, essayant de lui prouver qu'une vie agréable n'est pas forcément bonne. Vous voyez, la recherche des plaisirs ne va pas forcément amener à une vie heureuse. Ok. Donc, Socrate lui dit, et si c'est une vie agréable, alors c'est une vie heureuse. Et Calliclès lui dit, oui, absolument. Ok. Donc, Socrate lui dit, si on se gratte la tête seulement, ou faut-il que je demande qu'on puisse se gratter autre chose ? Regarde, Calliclès, que répondras-tu ? Quand on te demandera si après la tête, on ne pourrait pas peut-être se gratter tout le reste, bref, pour en revenir au principal, avec ce genre de saleté, il parle de la gale, d'accord ? Donc en fait, forcément, vous êtes infecté, vous allez commencer à vous gratter la tête, et puis ça vous gratte partout. Vous êtes d'accord ? Donc forcément que ça va vous soulager, et que vous allez finir par ne pas arrêter de vous gratter. C'est une sorte de cercle vicieux. N'est-ce pas une vie terrible, laide et misérable ? Dit Socrate. De ces êtres, oseras-tu dire qu'ils sont heureux sous la seule condition qu'ils possèdent tout ce qu'il leur faut et qu'ils satisfont leur plaisir ? Mais tu n'as pas honte, dit Calliclès, Socrate, de mener une discussion vers ce genre d'horreur ? Ah, parce que c'est moi, dit Socrate, c'est moi qui l'ai poussé. Oh, noble individu, lui dit-il, n'est-ce pas plutôt ce qu'affirment sans nuance ces hommes qui éprouvent la jouissance constante ?
De quelque façon qu'ils jouissent, ils se disent heureux. N'est-ce pas plutôt celui qui ne peut pas distinguer quels sont les plaisirs bons et quels sont les mauvais? Mais maintenant, dis-moi encore juste ceci. Prends-tu l'agréable comme identique au bon, ou y est-il de l'agréable qui ne soit pas bon? Et je pense que c'est cette nuance qu'aident les parents et les grands-parents, avec leur expérience, avec leur propre manière de conduire leur vie, à donner à l'adolescent. C'est-à-dire, bien évidemment, que tu es un âge dans la liberté, que cette liberté, elle te permet, la première chose, c'est de satisfaire tes propres désirs par toi-même. Mais la question n'est pas de déterminer comment tu vas les satisfaire, mais lesquels tu vas choisir de satisfaire. Et c'est cette hiérarchie, vous voyez, qu'on retrouve chez Socrate, cette hiérarchie des plaisirs, et cette distinction surtout du plaisir du bon, c'est-à-dire du bonheur en fait, qui est intéressante. Voilà, tous les plaisirs du monde ne constitueront pas ton bonheur. Tu peux courir après, tu peux les multiplier, tu peux les répliquer, mais seule une hiérarchie, vous voyez, un discernement dans ce que tu recherches te permettra de véritablement construire une vie heureuse. Et c'est là qu'apparaît la notion de sacrifice. Bien sûr que renoncer à certains plaisirs constitue un sacrifice. Mais souvent, les enfants entendent cette notion de sacrificiel, soit par rapport à la vie des grands-parents, soit par rapport à la vie des parents, comme un renoncement impossible, vous voyez, un renoncement absolu. Non, il faudrait juste leur préciser la deuxième partie du choix, qui est qu'on a renoncé à certaines choses pour des choses meilleures. Voilà. Peut-être renoncer à faire des études, partir à l'étranger. Peut-être renoncer à changer de métier. Peut-être renoncer, vous voyez, à, je sais pas moi, avoir un autre enfant. Peut-être renoncer à une quantité de choses. Mais toujours au nom d'un bien ou d'un choix meilleur pour soi ou pour les siens. Voilà. Donc il n'y a pas du tout, vous voyez, cette notion de sacrificiel, il y a cette notion de bien-être. Et je trouve que chez Socrate, c'est important, cette idée de partir justement de ce qui est meilleur pour soi. Alors l'exemple de la gale est amusant, même si on ne voit pas trop la gale nous aujourd'hui, mais prenez la piqûre de moustique. Voilà. Quand vous avez un petit bonhomme ou une petite fille qui se gratte en quelque sorte le bouton, vous savez que ça va être pire quand il va arrêter de gratter, vous le savez. Il va se mettre au sang. C'était juste avant qu'il fallait faire comprendre, en quelque sorte, que c'était en ne grattant pas qu'on ne rentrait pas dans ce cercle-là. Et si on peut pas? Et si on peut pas l'empêcher de se gratter? Et si on peut pas empêcher l'ado de sortir? Et si on peut pas l'empêcher de fréquenter? Comme on empêcherait de gratter le bouton. Il va falloir discuter ensemble et oser communiquer justement sur le choix des désirs ou des plaisirs à rechercher. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant parce que cette vision de Socrate, elle est fondamentale sans être... elle est morale sans être moralisatrice, voyez, ou moralisante. Mais alors du coup, elle est où la joie? Comment je sais que je suis joyeuse, que je suis heureuse? Comment je sais que mes parents sont heureux? Comment mes grands-parents savent que je suis heureuse ou que les enfants le sont? Eh bien, Bergson nous donne la solution. Donc, je vais vous la donner. Il nous donne un très beau critère. Voilà ce qu'il dit. Les philosophes ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme, mais ils n'ont pas remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir, dit Bergson. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature, ou la société, pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée, le plaisir. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'on a gagné du terrain, pensez toujours à cette lutte, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal, dit Bergson. Partout où il y a joie, il y a création. Voilà le secret. Le secret, c'est la création. Qu'est-ce que tu as créé? Voilà. Non pas qu'est-ce que tu as consommé, qu'est-ce que tu as produit même, mais qu'est-ce que tu as créé, toi, en propre. Plus riche est la création, dit Bergson, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé, physiquement et moralement. Et je trouve que c'est très beau, cette distinction. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine ou d'entreprise qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne
de la notoriété qu'il acquiert? Non. Richesse et considération, dit Bergson, entrent évidemment pour beaucoup dans la satisfaction qu'il ressent. Mais elle lui apporte des plaisirs plutôt que de la joie. Et ce qu'il goûte de joie vraie, c'est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui vit et qui marche. Voilà. D'avoir appelé quelque chose à la vie. D'avoir fait en sorte, dit Bergson, que ce qui n'existait pas soit. Voilà, c'est ça. C'est comme un miracle en fait. C'est ça la joie. C'est de se dire, on l'a fait. Voilà, ou tu l'as fait. Et d'éprouver de la joie face à cela. Alors, il dit, prenez des joies exceptionnelles, celle de l'artiste qui a réalisé sa pensée, celle du savant qui a découvert ou inventé, et vous entendrez dire que ces hommes travaillent pour la gloire, qu'ils tirent leurs joies les plus vives de l'admiration qu'ils inspirent. Pas du tout, dit Bergson. Erreur profonde. On tient bien sûr à l'éloge et aux honneurs, mais uniquement dans l'exacte mesure où on est sûr de ne pas avoir réussi. Donc vous voyez, ça aussi c'est important sur cette idée de reconnaissance. Quand on apprend à évaluer soi-même, à comprendre soi-même ce qu'on a créé, quand bien même on n'a pas créé à la perfection, quand bien même on a échoué et on a dû créer autrement, c'est cette idée de création, voilà, qui apporte la joie. Et ce désir parfois qu'on a de reconnaissance, de recherche des honneurs, dit Bergson, c'est peut-être cette insatisfaction, en fait, ça renvoie à une insatisfaction en nous de ne pas avoir totalement créé par nous-mêmes et pas de ne pas avoir réussi, vous voyez, uniquement. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, ça suppose également de prendre en compte la fragilité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est ce que les Grecs appelaient l'asthénia. Alors là, l'asthénia, c'est pas la faiblesse, vous voyez. On peut être, par exemple, fragile sans être faible. Et on peut être fort et être fragile à la fois. Hein, pensez à ce pauvre Achille. Donc, il y a aussi cette reconnaissance, effectivement, de la fragilité. Pourquoi? Parce que c'est Kierkegaard qui dit ça. On le retrouve effectivement dans la pensée grecque, de l'asthénia, mais on retrouve aussi chez Kierkegaard cette idée que la première chose qu'il faut faire face à une fragilité, dit Kierkegaard, c'est surtout pas la consolider. C'est la consoler. C'est-à-dire la reconnaître. Dire « je suis désolé ». Alors on pense à Julien Clerc, hein, ce n'est rien. Je vous l'ai mise sur la playlist. Elle est très très belle cette chanson, hein, ce n'est rien. C'est sa manière, c'est la manière de consoler en quelque sorte. Mais c'est cette idée, voilà, de ne jamais, jamais cacher la fragilité. Mais de consoler en quelque sorte la personne qui justement a subi, a vécu ou a réouvert en quelque sorte dans son rapport au monde cette fragilité. Si on la ferme, en quelque sorte, on va repartir dans cette idée de contrôle, de protection, vous voyez, ou d'harmonie statique et de crispation par rapport à la réalité. Alors, Sénèque en a parlé également. Il dit que la plupart du temps, les hommes fuient l'asthénia. On fuit nos fragilités. On ne veut pas les montrer. On veut montrer qu'on est fort, on est forte, qu'on domine, qu'on maîtrise. Et effectivement, Sénèque dit où on fait une très grosse erreur. Une très grosse erreur parce que en renonçant à montrer notre fragilité aux autres, on leur interdit par là même à montrer les leurs. Et il y a un texte qui est très très beau de Sénèque. Je vous ai pris un extrait, il me semble. Voilà. Je vais vous le retrouver justement, où il fait cet éloge en quelque sorte de la fragilité. C'est là. Je l'ai plus, je vais vous le retrouver après. Il fait l'éloge de la fragilité et il vous dit, effectivement, arrêtez de faire l'autruche. Alors, on l'a souvent entendu, hein, ça, fais pas l'autruche. Alors, je me suis renseignée là aussi, je suis allée voir ce que faisait l'autruche, effectivement. Parce que l'autruche, vraiment, se planque. Mais pas du tout, en fait. Est-ce que vous savez pourquoi l'autruche, elle met la tête dans la terre? En fait, elle met la tête dans la terre pour protéger ses œufs, d'accord? Et se protéger des tempêtes de sable. Donc en fait, elle reste pas longtemps la tête dans le sable. Et en plus, c'est une super sprinteuse. J'ai appris qu'elle pouvait aller jusqu'à 70 km/h. Mais c'est un truc de dingue quand même. Donc ça veut dire que quand on fait l'autruche, d'abord, dans un premier temps, on a le droit à 2 conditions. Si on surveille les œufs ou s'il y a une tempête de sable.
Donc, on a le droit aussi à un moment de se cacher les choses, on a le droit de ne pas agir, de ne pas affronter, mais on a aussi cette disposition qu'a l'autruche de partir en sprint, et puis d'agir et de foncer. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée effectivement que on est souvent plutôt à cacher tout ce qui va manifester cette fragilité parce qu'on est dans un rapport conflictuel à l'autre, parce que l'autre est nécessairement un ennemi, parce que le monde est fait d'antagonisme. Alors autant vous dire qu'effectivement les médias, la notion d'insécurité, la notion de danger n'arrange rien pour justement prendre confiance dans le fait d'être au monde. Hein. Mais effectivement, toutes ces images vont finir par, en quelque sorte, bloquer l'action de l'individu. D'où le rapport parfois à l'autorité, c'est ce que dit Nietzsche. Nietzsche vous dit, méfiez-vous de ceux dont l'instinct de punir est puissant. Hein. Donc là aussi, l'instinct de punir est dangereux, dit Nietzsche, mais l'instinct de vengeance, l'instinct de justice peut l'être aussi. Ça aussi, c'est un des renoncements de l'adolescence. C'est la justice absolue. Elle n'existe pas. Voilà. Elle est aussi un compromis, elle est faite de consensus, elle est faite d'accords entre les hommes. Et cet idéalisme de la justice, bien qu'il faille toujours la faire progresser, vous voyez, nécessite d'être libéré également. Voilà. Un instinct de punir, dit Nietzsche, et un instinct de justice trop parfait. Alors, ce souci de l'autre, on le voit aussi effectivement dans le rapport qu'on a à l'école, dans le travail. J'ai trouvé effectivement pas mal de choses sur les millennials. Alors, on a une génération d'adolescents qui est très différente de nous. Hein. Vous le savez, alors, la première idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un enrichissement nécessaire continuel. Voilà. Quand ils arrivent dans le monde du travail, quand ils sont à l'école, il faut que ce soit enrichissant. Il faut qu'il y ait un intérêt. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intérêt, ils ne le font pas. Voilà. Il y a un rapport à l'autorité qui est complètement bouleversé, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les hiérarchies, vous le savez, c'est-à-dire qu'on est dans la coopération. Donc ça peut être aussi assez déstabilisant pour ceux qui sont en face, parce qu'on n'est pas forcément dans ce rapport de coopération, on est plus dans un rapport d'ordre ou de... Voilà. Donc du coup, tout se redessine aussi par rapport à ça, par rapport à cette idée de coopération. Et alors, un des plus fatigants, c'est la négociation. On a l'impression que tout se négocie. Voilà. Alors là, il y a une arme fatale, qui est encore une fois le choix, ce que les Grecs appelaient l'exis. Voilà. Et là, il va falloir revenir chez les stoïciens, et les stoïciens vous donnent une arme absolue contre cette négociation sans fin. C'est ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Voilà. Les stoïciens divisent le monde en deux. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs, la réputation, les richesses, la santé. Par exemple, il n'est pas assuré que vous gardiez l'argent que vous avez accumulé. Il n'est pas certain que même en faisant tout le bien du monde, vous gardiez la santé. Il n'est pas certain qu'en étant le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes, vous ayez bonne réputation. Donc il y a une quantité de choses qui vous échappent, ainsi que les actions des autres. Et il y a des choses qui dépendent de vous, dit le stoïcien. C'est quoi? C'est uniquement la manière que vous avez de vous représenter la réalité, c'est-à-dire votre propre volonté, votre pensée. Donc il va montrer, et puis peut-être que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, c'est la représentation que l'on s'en fait. Et que souvent on se trompe dans nos choix parce qu'on croit avoir du pouvoir sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Et on croit au contraire n'avoir aucun pouvoir sur des choses qui en dépendent. Et du coup, cette négociation, bien évidemment, ne peut porter que sur des choses qui soit dépendent, soit codépendent de nous. Donc vous voyez que cette ouverture de cette jeune génération à la négociation, à la discussion, elle est à la fois très positive et en même temps, elle ne peut pas s'appliquer à la totalité des domaines, à la totalité des sujets en fait. Donc c'est assez intéressant aussi. Ce nom, il est hyper important, c'est ce que dit Ruffo aussi par rapport à cette autorité. On a tous entendu parler de ces problèmes, ces crises d'autorité. Alors bien évidemment qu'il y a un meilleur bien-être des enfants, il y a un meilleur soin. Ruffo particulièrement montre la place des pères. Il dit au début, quand il a commencé sa carrière de pédopsychiatre, c'était surtout les mères et les grands-mères qui venaient pour consulter avec les enfants. De plus en plus, dit Ruffo, j'ai des pères présents, j'ai des pères qui sont très actifs dans l'éducation. Donc il y a une évolution de la société, vous voyez, mais ce n'est pas pour autant une démocratisation de la famille.
C'est-à-dire que l'autorité et comment dire, l'affectif se redistribuent entre les parents, les grands-parents, etc., et les enfants. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une communauté libre du Larzac. Voilà. Alors, je voulais juste vous amener un tout petit peu sur cette communication. De quoi on parle? Alors, on parle d'abord de la pudeur. C'est la première chose. Je vous en ai parlé avec Victor Hugo tout à l'heure, de cette pudeur entre nous. On ne peut pas parler de tout. On le voit bien. Je vous parlais de la génération des millennials, des wires, hein, qui ont besoin de savoir pourquoi on fait les choses avant de vouloir les faire. C'est comme ça, il faut qu'on s'y habitue. Mais il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas tout ouvrir à la discussion, où on doit aussi apprendre à travailler cette intériorité, ce rapport à l'extérieur et au réseau. Il y a des choses qui se disent dans certains cercles, d'autres qui se disent dans d'autres cercles, d'autres qui ne se disent pas. Alors il y a une grande différence entre la pudeur et les non-dits, les silences, les malentendus, les ressentis. Vous voyez, je voudrais vraiment qu'on fasse la différence dans cette distinction des sphères, distinction de ce de quoi on peut parler et à qui on peut en parler, mais aussi de ces effets néfastes des secrets. On sait par exemple, je vous avais retrouvé une référence, on sait par exemple qu'il y a une transmission, ça a été maintenant, on sait qu'il y a une transmission des traumas par exemple. On sait que des secrets, des non-dits se transmettent de génération en génération. Voilà, donc il n'y a pas simplement l'histoire familiale qui se transmet, il y a aussi les luttes, les secrets que les grands-parents, les parents ne sont pas parvenus eux-mêmes à dénouer et qui ne dépendent pas d'eux et que nous allons inconsciemment transmettre aux autres générations. Donc vous voyez que ces silences, parfois, effectivement, vont se retrouver sur le chemin, sur nos chemins et sur le leur, et vont poser de très gros problèmes. Alors, cette pudeur, elle est fondamentale. J'ai retrouvé une citation de Majran Satrapi, que vous connaissez. Elle dit quelque chose de très beau. Elle dit « Ma mère ne me posait jamais de questions sur ma situation, certainement par pudeur. Et aussi parce qu'elle avait peur des réponses. Si elle s'était sacrifiée pour que je vive librement, dit Marjane, il fallait au moins que je me porte bien. » Et je trouve ce témoignage très beau, parce que cette pudeur, elle existe aussi dans le fait de ne pas tout demander à son enfant, de ne pas tout demander non plus à ses parents, parce qu'on a cette idée que, effectivement, on a envie de le voir heureux ou heureuse, et on n'a pas nécessairement ce désir à un moment de créer cette inquiétude ou de le détourner de son chemin. Donc parfois, on va taire un mal-être, on va taire parfois une maladie, on va taire parfois des tensions au travail. Et bien que nos émotions l'expriment et que notre comportement le trahisse, par pudeur, on renoncera en quelque sorte à le partager. Alors qu'il se partage constamment. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette image, vous le savez, hein. C'est ce que dit Michel Serres dans La Petite Poussette, hein. Les deux pouces sont hyper actifs. D'ailleurs, ils se moquent de nous, hein, parce que nous, on tape comme sur des machines à écrire, vous avez vu sur les portables. On pose le portable et on fait les dactylos. Non, vous ne le faites pas, vous? Et on les fait beaucoup rire, hein, je vous signale. Hein. Ils nous regardent taper, ils rigolent. Mais je le sais qu'ils rigolent. Parce qu'on est encore sur l'ancien mode de AZERTY, nous, hein, l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Michel Serres, dans cette petite poussette? Il faut vraiment que vous le lisiez si vous ne l'avez pas lu. C'est génial. Lui, il n'est pas du tout technophobe. Serres, il dit il faut absolument les accompagner dans ces nouvelles technologies que l'on utilise également. Hein. Les 3 générations, on l'utilise, il faut être honnête. Ce n'est pas un monde de danger absolu. Hein. Ce n'est pas un monde non plus où il faut être hyper connecté. Et c'est là où il en vient. C'est-à-dire que souvent, nous vous reprochons d'être constamment connectés. Mais au moment où on vous le reproche, parfois, nous le sommes nous-mêmes. Et ouais. Et il n'y a pas une grande différence entre je suis en train de faire un message et je te réponds et attends, maman travaille ou attends, papa travaille. C'est pareil. C'est-à-dire que il y a la même, vous voyez, quelle que soit la génération, c'est le même ressenti de l'autre côté. C'est-à-dire cette impression qu'il n'y a pas de face à face.
Et je trouve que cette idée du face-à-face, elle est très belle dans le bouquin de Serres, parce que Michel Serres dit ça justement. Il faut, au moment où ces technologies se développent, où il y a de la mise en réseau, c'est-à-dire que vous avez la personne, elle est en face de vous, qu'il s'agisse d'un adulte, d'un adolescent ou d'un enfant, il parle au téléphone, il ne parle pas à une personne. Ça se trouve, il est en train de chatter avec 30, 50 personnes. Donc c'est comme si vous aviez les 50 personnes dans la salle, on est bien d'accord. Et ce que dit Serres, c'est qu'il faut se réadapter et réapprendre le face-à-face. Voilà. Poser ces objets, ces écrans voilà, de lumière, et réapprendre à se parler les uns vis-à-vis des autres. Et surtout, dit Serres, leur apprendre à penser par eux-mêmes. Parce qu'effectivement, on est aussi dans un monde de l'information où il n'y a plus la pensée. C'est-à-dire, il y a un partage, vous voyez, de l'information, mais il n'y a plus la construction de l'information qui s'appelle la pensée. Et Serres dit que c'est ça le danger. C'est de considérer que la connaissance se réduit à une accumulation d'informations et non pas à un traitement, à une organisation, à une pertinence dans le choix des informations ou dans leur application. Voilà, donc penser par soi-même. Donc en fait, on redescend à moins 2600, pardon, et on repart à moins 600, pardon. On repart à ce qu'on a fait depuis le début par rapport à la philo. Alors, je voudrais simplement... Voilà, j'adore ces photos. Je ne sais pas si vous le faites à la maison par rapport à ça. C'est vraiment génial. Le avant-après, vous l'avez fait ça déjà, ces petites photos? Bon, alors, rien n'est perdu. Vous pouvez retrouver les anciennes et mettre en scène au présent. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire par rapport à ça? Deviens ce que tu es. Bon, alors, il faut quand même préciser, parce que c'est bien facile de donner des citations. Si vous ne dites pas à qui il le dit et pourquoi il le dit, ça peut porter à confusion. Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire. La première partie de la phrase, c'est Goethe, en fait, qu'il a écrite pour Méphistophélès dans Faust, dans son Faust. En fait, c'est la phrase qu'utilise le diable pour tenter Faust, pour convaincre Faust de donner son âme pour avoir la jeunesse éternelle, vous vous souvenez, le savoir absolu. Donc il y a eu une phrase à prononcer qui a déclenché Faust, c'est « deviens ce que tu es ». Mais parce que c'est tellement facile. C'est pas « deviens ce que tu te donnes à être »,« deviens ce que tu rêves d'être ». Vous voyez, avec cette exigence dont on parle depuis le début, c'est juste « sois toi », quoi. C'est quand même plutôt un bon programme. Donc c'est assez facile, sauf qu'il y a la deuxième phrase, et ça c'est Nietzsche. Fais ce que toi seul peux faire. Les autres ne le feront pas à ta place. Et toi, tu ne feras pas non plus à la place des autres. Fais ce que toi seul peux faire. Voilà. Et je trouvais que cette idée était importante, cette injonction, parce qu'elle revenait à cette confiance, voyez, à cet amour qu'on avait au début, où je vous disais que la vie était à la fois lutte, et on ne peut pas empêcher l'autre de partir en lutte. Combien même on l'aime, on ne peut pas l'empêcher d'apprendre à lutter. Et en même temps, il y a cet amour qui l'accompagne. C'est exactement ce qu'on avait vu au début, vous vous rappelez, avec cette jeune Pocahontas. Elle est espiègle, elle part dans les bois régulièrement, elle va jusqu'à l'ennemi, hein. John Smith, c'est l'ennemi. Elle en tombe amoureuse, c'est accidentel. On parle bien du conte, on ne parle pas de la vraie histoire. Elle en tombe amoureuse, mais elle a cette certitude derrière elle de l'amour des siens qui la porte, et même l'amour de la nature, hein, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'elle se sent même portée par l'univers lui-même. Et cette confiance, je la trouvais donc effectivement intéressante par rapport à Chaplin aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui lui aussi montrait comme il était difficile dans la vie d'alterner entre les moments d'erreur et les moments de choix, et les moments de non-choix, et les moments perdus ou les moments gagnés. Donc il y a toute cette variété et cette idée justement d'une transmission. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est cette idée de se risquer, voilà, de prendre le risque de vivre les choses. Parce qu'à chaque fois que l'enfant va vivre quelque chose, il va amener parents, grands-parents, frères et sœurs à vivre quelque chose de différent aussi. Plus la diversité entre dans la famille, plus le vilain petit canard se transforme parfois, plus il oblige, il invite même les autres à repenser leur manière d'être, de vivre et peut-être d'aimer. Voilà. Se risquer.
Alors, se risquer, n'attendons pas, hein, c'est ce que dit Maupassant. Maupassant dit « Qui sait comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou pour vous sauver. » Voilà. Il vous faut peu de choses pour vous perdre ou pour vous sauver. Il y a un texte je voulais finir là-dessus, avant qu'on discute ensemble. Il y a un texte de Grand Corps Malade qui me touche énormément, qui s'appelle Pocahontas. Vous avez compris. Et dans ce texte, il dit voilà, quelque chose de très beau. Il vous dit qu'il faut cesser de tenter de contrôler les choses, hein, on a bien compris, que la vie est faite de changements incessants, que cette harmonie, eh bien, on va apprendre à la trouver par nous-mêmes, avec les autres. Et il dit, il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûre, cette indicible joie de les voir courageux et bien épanouis dans leur choix. Et je voudrais juste vous faire entendre un petit passage de cela. On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à 4, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. On attend sans impatience les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Et puis aura le premier portable, les premières booms, premières soirées, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateurs. Il y aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route, qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite. Et puis sans doute suivra leur premier appart avec une Pocahontas bien élancée. Ils reviendront vider leur chambre, ça j'ose même pas y penser. Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie, de les voir courageux, bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos de demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique, et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique. Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie. Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille, ce miracle anodin, on a fait une famille. Mes petits-enfants et la télé juste en face, je me vois bien faire une bonne sieste, pourvu que ce soit Pocahontas. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les thèmes? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Alors moi j'avais juste une question, j'ai pas très bien compris pourquoi l'hypo-narcissisme est forcément négatif de mettre en valeur l'autre personne. Parce que c'est pas du tout ce qu'elle dit, c'est que l'hyponarcissisme,
c'est pas du tout un jugement par rapport à l'action. C'est-à-dire qu'il est hyper important, très important d'évaluer nos propres actes, pas nécessairement en termes de performance, on est d'accord ? Mais il est important de faire, comme disent les jésuites, une relecture de ce qu'on a, non seulement de ce qu'on a ressenti, mais de ce qu'on a fait aussi. Et donc cette relecture, cette interprétation de ses propres actes, c'est un jugement qui est basé sur le concret, c'est-à-dire sur des faits, sur des actions. Et l'hyponarcissisme, c'est un jugement qui n'est pas basé sur les faits, sur les actes, vous voyez, mais qui est basé sur la représentation, sur l'image qu'on se fait de soi. C'est-à-dire que quand la personne te dit « j'ai beaucoup aimé ta voix », donc c'est le fait de faire en soi une comparaison entre sa voix, sa propre voix, et se dire « oui, mais quand je compare ma voix à d'autres voix, les autres sont meilleures ». Mais on ne te demande pas si elles sont meilleures, les autres. On te dit qu'au moment présent, tu vois, cette voix a affecté positivement la personne. Elle a aimé, point. Et elle n'a pas ni aimé moins, ni aimé plus, vous voyez. Et dans l'hyponarcissisme, il y a toujours cette volonté de se mesurer aux autres. Alors, généralement, c'est hors de l'action. Seule l'action permet une mesure sereine de soi, une mesure paisible de soi. C'est pour ça que c'est très important, le sport, et pas simplement le sport dans l'idée de performance et de défoulement. Parce que souvent, on est vous voyez, on est fatigué, puis on a envie de se défouler. Non, c'est cette idée de se donner un temps de plaisir, mais aussi de se dire, ben voilà, je suis content, j'ai découvert tel endroit, je pensais pas aller aussi loin, ou tu vois. Et c'est toujours apprendre à se juger, mais pas se juger en comparant simplement à partir des images. Et l'hypernarcissisme, c'est pareil. C'est une comparaison flatteuse de soi, mais indépendamment de l'action. C'est le fait d'être simplement et de se percevoir comme ça. C'est les deux dangers. Voilà, si vous voulez. Voilà. J'ai l'impression qu'on fait une apologie de la crise d'adolescence, que si on fait pas sa crise... Et non, il n'y a pas besoin en fait. On est malheureux. Non, il n'y a pas besoin, je pense. Je pense que ce que dit la philosophie, c'est qu'il n'y a pas besoin de crise. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on est en crise depuis combien, 40 ans 50 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, une crise qui dure n'est pas une crise, ça n'existe pas. C'est-à-dire une crise, c'est étymologiquement la crisis. Hein, c'est le point absolu où ça peut basculer soit vers la vie, soit vers la mort. Vous êtes d'accord ? C'est un point d'urgence, la crise. Donc en fait, il y a des moments dans notre vie, et c'est pas forcément à l'adolescence, il y a des moments, qu'il s'agisse de la vie, de la maladie, du rapport à l'autre, où on est dans ce basculement, vous voyez, où ça peut soit partir vers la mort, c'est-à-dire que la chose s'arrête, soit ça repart. Donc ça existe la crise. Mais elle n'est ni nécessaire, ni à un moment de la vie particulier. C'est simplement parce que l'augmentation, si vous voulez, de la liberté de l'adolescent suppose justement qu'il va y avoir une résistance possible. Mais si l'adaptation au monde s'est fait progressivement, il n'y a pas de crise. Enfin, c'est comme l'adulte, je sais pas moi, une séparation, on peut dire, il fait la crise de la quarantaine, elle fait la crise de la cinquantaine. Et le problème, disent les psys, c'est qu'à force de projeter cette notion de crise, eh ben, à 15 ans, on l'attend. Donc on commence à la guetter vers 10, 9, 11, 12, et puis on monte. Et puis à 40 ans, ben, on l'attend, du coup. Puis à 50, on l'attend aussi. Et puis c'est super pratique, parce que dès qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, et puis qu'il prend une décision, on dit, ben, crise de la cinquantaine, quoi, je veux dire. Attends, tu as lu le bouquin, quoi. Bon, mais merci en tout cas infiniment. Merci.